Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un film français, d'un film en noir et blanc, d'un film des années 40! Super combo! Oui, aujourd'hui on parle de La Belle et la Bête. Et si vous êtes étudiant en cinéma, écoutez bien parce que de celui-là vous allez sûrement en bouffer. Il était une fois un film réalisé par Jean Cocteau en 1946. Jean Cocteau, le grand Jean Cocteau, dont c'est le premier vrai long métrage de sa carrière, qu'il avait commencé 15 ans auparavant avec Le sang d'un poète, un moyen métrage totalement barré à la manière d'un chien andalou. Et ces deux films, un jour j'en parlerai, oui je vous jure. Né en 1889, sous le nom de Clément Eugène Jean-Maurice Cocteau, cet enfant n'était sûrement pas désiré, on constate, en faisant un peu de maths, qu'il a commencé sa carrière de réal à l'âge de 41 ans. Ah oui, quand même. Oui, il n'y a pas d'âge pour devenir cinéaste. Le mec s'était même fait renvoyer de son lycée et il avait raté son bac 2 fois. Quel exemple pour la jeunesse. Oui, mais lui, il a quand même fini par l'avoir, son bac. Bon, faut dire aussi qu'après, le mec publie 2 premiers recueils de poèmes à 20 ans et 21 ans, qu'il va tout de suite dire que c'est de la merde en rencontrant Serge de Diaghilev, un impresario russe, organisateur de ballets. Vous savez ce que vous avez vu dans Black Swan. Bref, Cocteau se réoriente vers des axes avant-gardistes, le cubisme, le futurisme, le surréalisme. C'était un accro à l'opium, bref, un jeune con. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste à Paris. Il est accusé par certains résistants d'être collabo, mais lui-même ne se prononcera jamais sur la question. Mis à part qu'il avait une grande fascination pour Hitler, l'artiste déchu devenu chef de guerre, que Cocteau et son œuvre ont bénéficié de la protection allemande pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a plusieurs fois accueilli des membres officiels du Troisième Reich lors de ses expositions. Mais il a été acquitté de toute accusation de collaboration après la guerre, alors tout va bien. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, pourquoi vous voulez pas voir ce film? Outre sa relation avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, Il a été je acquitté. dirais que ce film, comme tous les films que tu nous montres depuis le début, est laid. En plus c'est bon quoi, entre le Disney QQ et le truc avec Vincent Cassel qui est sorti cette année, l'histoire on la connaît, merci. Mais c'est pas si mal. Spoiler alert! Comme tu l'as dit, l'histoire on la connaît. Un père de famille doit se rendre au port pour faire commerce. Il se perd sur le chemin du retour et arrive à un château mystérieux. Cueille une rose pour sa fille belle, mais est pris en flag par le boss, Sissi représente la bête TMTC. Pardon. La bête lui dit que c'est pas bien d'avoir cueilli la rose et lui donne le choix entre mourir ou lui donner une de ses filles. Je pense quand même que ces gens n'avaient pas le sens des réalités. Bref, Belle se dévoue car la rose lui était destinée, dit-elle, cette couillonne. Précisons qu'elle a 2 salopes de sœurs, un frère et un amant. C'est important pour la suite. Elle part pour le château de la bête et découvre qu'elle va devoir y vivre jusqu'à la fin de ses jours, ou du moins jusqu'à ce qu'elle veuille bien épouser la bête. Elle est quand même poussée comme histoire. Les premiers jours, Belle refuse parce que l'autre est trop moche, mais il lui fait plein de cadeaux, elle a de belles robes, de beaux bijoux, elle se fait coiffer et mange tout ce qu'elle veut. Et en plus, elle habite dans un château. Et du coup, des sentiments se créent, vous voyez bien comment ça marche. Au bout d'un moment, elle n'en peut plus et demande à la bête de retourner voir sa famille quelques jours. Celui-ci accepte et lui confie la clé qui ouvre la porte de son trésor, preuve de sa confiance en elle, étant donné que si jamais la nana ne revenait pas, la bête mourrait. Mais lui aussi il est con. Ses sœurs récupèrent la clé et envoient les 2 mecs voler la bête. Et Belle arrive en mode badass en se téléportant, embrasse la bête d'un baiser d'amour et le transforme en beau prince, tandis que son ancien amant devient à son tour une bête. J'avais parlé d'opium tout à l'heure. La bête. T'es sûr que c'est tout ce qu'il prenait? Non mais c'est pas lui qui a écrit l'histoire, voyons. Le spoil est fini! Bon, l'histoire, ok, c'est pas mal dans son genre. Mais si vous saviez, mes amis, si vous saviez à quel point cet univers va bien avec celui de Cocteau, j'ai envie de parler des décors parce que c'est l'une des choses les plus notables. Bon, je vais devoir avant tout faire une révélation. Je n'ai jamais vu une autre adaptation de La Belle et la Bête de toute ma vie. Ni le Disney, ni le film qui est sorti cette année, ni ce truc. Je n'ai de cet univers que cette vision que m'a offert Cocteau. Donc est-ce que ce qu'il a mis en image est original ou était-ce présent avant lui? Je n'en sais rien. Je dis ça parce que, par exemple, j'ai trouvé bien badant les bras fixés au mur, tenir des chandeliers, les statues qui bougent, ou encore la main tranchée qui te sert à manger. Badant, mais tellement bon. Cocteau est un cinéaste avant-gardiste, bien versé dans le surréalisme. Le choix des décors n'est pas fait par hasard. Le monde de Belle est essentiellement tourné en décors réels. Et d'ailleurs, c'est assez original pour l'époque pour le souligner, vu que 99% des films français en ce temps-là se faisaient en studio. A l'inverse, l'environnement de la bête, lui, est bien tourné dans des décors fabriqués. Son château, vous le remarquerez, fait pas mal flipper, avec cette sorte d'absence de mur noyant le personnage dans un vide onirique. Cette phrase est tellement poétique. Pour continuer avec des choix qui font flipper, on pourra parler de la tête de la bête.
Un lion, repris par la suite en quelque sorte chez Disney, est la dernière réadaptation de cette année. C'est Cocteau lui-même qui fit ce choix d'animal. À la base, la bête devait être une tête de cerf, mais il se ravisa en affirmant que jamais un tel animal ne ferait aussi peur. Moi je suis pas d'accord, mais bon. Je sais pas si je suis foutu pareil que les autres, mais putain, ce genre d'image me fout les jetons. Précisons que dans le conte original, il n'y a pas de conte original. C'est comme toutes les histoires populaires de ce genre, une histoire dont on ne connaîtra jamais les origines et qui connaît 1001 versions. Tout ça pour dire que dans les versions précédentes, la bête pouvait être une sorte de gobelin tout dégueulasse ou bien avoir une tête de sanglier. Je reviens au penchant expérimental de Cocteau en citant simplement l'ouverture du film. On y voit le cinéaste lui-même ainsi que d'autres membres de l'équipe écrire les noms du générique en direct sur un tableau d'école. Ainsi, par ce choix quand même sacrément original, faut bien le dire, on nous renvoie directement à l'enfance, comme si nous étions assis dans une classe d'école sur le point d'écouter une histoire. Ce genre d'ouverture singulière est à placer au même rang que d'autres comme celui du Mépris de Godard, dont je ne parlerai jamais. Le film s'inscrit à la fin d'un courant cinématographique en France nommé réalisme poétique. Sûrement mon courant français préféré dans lequel nous étions habitués à avoir des acteurs comme Gabin, Michel Simon, évoluant dans des milieux pauvres ou fortement populaires, et surtout avec des dialogues souvent écrits par Jacques Prévert, mon héros de la langue française, sans déconner. Soyons clairs, La Belle et la Bête ne fait pas partie de ce mouvement, mais c'est justement sympa de voir l'évolution des goûts et des modes de production. C'est d'ailleurs en ce milieu de décennie 1940 que deux grands films vont tout simplement se fighter. Les Enfants du Paradis de Marcel Carné en 1945, l'un des derniers films emblématiques du réalisme poétique, et l'année suivante, La Belle et la Bête, qui va tout simplement marquer ce changement dans les codes du cinéma français. Le film à sa sortie a fait un tabac au box-office, alors que tout le monde le donnait perdant, et plus les années passèrent, plus il devint culte, au point qu'en 2005, le British Film Institute le place dans son top 50 des films à voir avant d'avoir 14 ans. Alors ça peut paraître un peu con comme liste, mais celle-ci est en fait très sérieuse et a été développée par quelques 70 personnes, dont des cinéastes, critiques, enseignants, dans le but de donner à la jeunesse une solide base cinéphilique sans pour autant taper direct dans le Godard ou le Kieslowski. Et si vous savez pas qui est Kieslowski, je vous invite à regarder sa trilogie des 3 couleurs, assez loin d'un rebord de fenêtre quand même, car vous risqueriez de tomber volontairement. Pour finir, sachez aussi que La Belle et la Bête de Cocteau est la première adaptation du conte au cinéma. S'en suivra une longue liste d'autres tentatives, celui étant sorti cette année en est le numéro 9, et une 10e version est prévue pour 2015, et ouais, avec Emma Watson en plus. Et je pense pas que ce soit pour jouer le rôle de la bête. Allez, je m'arrête là, foncez et regardez-le, il est pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé, et laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied, n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Je vous aime tous. En attendant la prochaine, portez-vous bien. T'as de beaux yeux, tu sais. Elles sont jolies, mes fesses.